Bonjour à toutes et à tous, je suis Anna Roy, sage-femme, auteure et chroniqueuse et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'animer le podcast Vous d'abord, un podcast pensé et créé avec les pharmaciens Aprium, une enseigne qui regroupe 500 pharmacies en France. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, il est hyper important et d'actualité, vraiment. Et là, je pèse mes mots. On va parler de vaccination contre la coqueluche. Et pour en parler, disons-le, j'ai deux merveilleux invités. Hélène Sotz, bonjour. Tu es pharmacienne, donc Aprium au Touquet. Tu es spécialiste aussi de l'allaitement et de la périnatalité. Je crois que tu as créé un podcast qui s'appelle Boop Boop sur le sujet. Et avec ton équipe, tu es également très investi dans la sensibilisation à la vaccination. Et il y a aussi Jules Fougère. Bonjour Anna. Bonjour. Tu es pédiatre urgentiste au CHU de Rouen. Tout à fait. Et tu es connu sous le nom de Ped Urge sur les réseaux. Ouais. Et tu es aussi chroniqueur. Tout à fait. Je vous passe le micro, je vous laisse compléter cette présentation si vous êtes d'accord. Ouais. Avec plaisir. Bonjour Anna, bonjour à tous, bonjour Jules. Bonjour. Donc on l'a dit, je m'appelle Hélène Sotz, je suis pharmacienne Aprium, alors pharmacienne depuis un peu plus de 10 ans et pharmacienne Aprium au Touquet depuis bientôt 3 ans. J'ai un diplôme universitaire en lactation humaine et allaitement maternel. J'ai donc, avec ce diplôme, créé un podcast qui s'appelle Boop Boop et qui parle d'allaitement. On l'a dit également en introduction. Avec mon équipe, on a décidé vraiment de faire de la vaccination notre petit cheval de bataille. En fait, on sait, tous les pharmaciens se sont formés autour de ça. On a à cœur aussi en 2025 de former nos préparateurs qui ont aujourd'hui le droit d'injecter les vaccins. Et voilà. C'est déjà pas mal, ça fait déjà une belle présentation. Bon, et toi Jules ? Pour ma part, on va faire court, je m'appelle Jules. Non, bonsoir, je m'appelle Jules Fougère, donc je suis pédiatre urgentiste au CHU de Rouen, comme tu l'as dit, et je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux où j'essaye de faire de la prévention pour la santé de l'enfant, pour aider les parents à tout simplement reconnaître les problèmes de santé de leur tout simplement leur chérubin et de tout simplement les aider à aller mieux. Donc voilà, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour parler de coqueluche. Je rebondis direct, ton compte, il est quand même super, c'est et gentil. En particulier sur le problématique vraiment de la coqueluche, vous allez pouvoir voir des enfants et même des adultes qui sont atteints de la coqueluche et voir très concrètement ce que ça donne. C'est très impressionnant, mais je trouve que il y a rien de mieux. En fait, il y a rien de mieux que de voir quelqu'un malade de la coqueluche. Donc c'est un peu terrible, les vidéos sont dures à regarder, mais en fait, c'est que comme ça qu'on comprend. C'est comme les signes de lutte, il faut voir les choses. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur cette vidéo. Pour commencer, il va falloir que quand même vous nous expliquiez ce qu'est la coqueluche et surtout comment elle se transmet. Donc la coqueluche, c'est une maladie qui est transmise par une bactérie qui s'appelle Bordetella pertussis et c'est une maladie à tropisme respiratoire qui se transmet en fait principalement par les gouttelettes de salive. C'est une maladie en fait où on va avoir une forte toux et c'est cette toux qui va contaminer les autres autour de soi. Et on est d'accord que c'est une maladie très contagieuse. C'est très contagieux, c'est plus contagieux que la varicelle, si vous pouvez avoir un peu un... Oui, alors que la varicelle est déjà considérée comme une maladie très très contagieuse. Un enfant dans une crèche avec la varicelle, normalement, ils l'ont tous assez rapidement. Là, voilà, faut se rendre compte que la coqueluche, c'est également coqueluche, pire que ça. Une personne malade peut en contaminer jusqu'à 15. Donc c'est considérable. Énorme. Et il faut savoir que souvent, on pense que la coqueluche, c'est une maladie de l'enfant, mais ça peut arriver à tout le monde. Évidemment, les personnes les plus fragiles sont à risque de faire des formes graves, donc les enfants de moins de 3 mois, les personnes âgées ou les personnes qui ont des pathologies chroniques, mais ça touche tout le monde. Et c'est pour ça que c'est hyper important de connaître les symptômes dont on va parler juste après pour savoir la reconnaître. Quels sont les symptômes ? Comment, quand on est soi-même adulte ou parent d'un enfant, qu'est-ce qui doit nous mettre à la puce à l'oreille ? Qu'est-ce qui doit nous pousser à consulter un médecin ? Comment on la reconnaît, cette fameuse coqueluche ? C'est une toux qui est caractéristique, Jules l'a dit. Donc c'est des quintes de toux qui vont luer pendant une assez longue période et avec vraiment cette caractéristique de chant du coq. Tu peux peut-être Je vais vous la mimer parce que c'est important à connaître. En fait, le chant du coq, c'est on tousse, on tousse, on tousse, tellement que c'est très difficile de reprendre sa respiration. Et ensuite, on a une reprise inspiratoire bruyante. Donc vraiment, ça fait comme ça beaucoup de fois. Et après, un bruit aigu d'inspiration. Alors, on ne l'a pas dans toutes les formes de coqueluche, mais par contre, si on a l'impression de reconnaître ça, alors là, il n'y a pas de doute. Ça, pour le coup, c'est vraiment typique. C'est pathognomonique de la coqueluche, Ok, c'est très clair. Ouais. Est-ce qu'il y a une phase d'incubation ? Comment ça se passe dans le déroulement ? Est-ce qu'on est contagieux à ce moment-là ? Est-ce que ça se passe comment ? Et est-ce qu'il n'y a que ça comme symptôme ? Il n'y a que la toux ? En fait, souvent, dans la première semaine, il n'y a rien du tout. Par contre, après, arrive un petit nez qui coule. Et une petite toux. La fièvre, c'est assez rare dans la coqueluche, donc on ne l'a pas forcément. C'est pour ça qu'on peut se dire, j'ai juste une petite toux. Et en fait, après 2 à 3 semaines, là, on va avoir la phase
quinteuse, où là, vraiment, c'est compliqué. On va tousser non-stop. Beaucoup de gens vont vomir même à force de tousser. Et ça c'est vraiment, vraiment important. Une fois qu'on a fini la phase quinteuse, on va continuer à tousser pendant plusieurs semaines. Et c'est vraiment ça qui est fatigant. Donc ça doit être épuisant. Et on tousse aussi bien le jour que la nuit, parce qu'on sait qu'il y a certaines maladies où on tousse plus la nuit. Là, c'est 24/24. Il n'y a pas de prédominance. Il y a une prédominance nocturne quand même, je crois. Okay. Et c'est là où, encore tu l'as dit, on l'a répété, oui, c'est dangereux pour les personnes fragiles, pour les personnes âgées, pour les nourrissons, mais un adulte en bonne santé qui a la coqueluche, imaginez tousser en fait de façon quinteuse, épuisante, 3 semaines pendant toutes les nuits, c'est épuisant. Nous, on voit des patients en officine qui ont eu la coqueluche qui vraiment, me disent, je suis sportif, je pensais pas, et là, je mets 2 mois à m'en remettre, en fait. Donc, c'est pas, moi, je l'entends beaucoup, c'est une maladie d'enfant. Non, c'est pas une maladie d'enfant, et c'est vraiment pas marrant, même chez l'adulte en bonne santé. Alors pourquoi on en parle? Pourquoi ce podcast est hyper utile? Eh bien, c'est parce qu'on assiste à une recrudescence inquiétante de la maladie depuis 2024, avec des conséquences qui peuvent être graves, notamment pour les nourrissons et les personnes fragiles. Alors voilà, c'est très clair, les chiffres de Santé publique France, il y a 277 nourrissons de moins de 12 mois qui ont été hospitalisés en raison de la coqueluche entre janvier et août 2024. Et entre janvier et octobre 2024, 42 décès ont été enregistrés, dont 23 enfants et 20 étaient âgés de moins d'1 an. Et 19 adultes, dont 13 de plus de 80 ans. Est-ce que cette recrudescence des cas de coqueluche, donc on le voit à l'hôpital, etc., on le mesure bien, est-ce que par exemple Hélène, je ne sais pas, dans votre officine, est-ce que vous avez vu plus de patients qui venaient avec un diagnostic de coqueluche ou pas spécialement? Nous, on les voit après, en général, quand ils sont guéris, et donc je vous en ai parlé au moment où ils m'expliquent que c'est épuisant. En revanche, on a beaucoup plus de questions autour de la vaccination coqueluche et on a plus aussi de demandes, puisque désormais en pharmacie, nous pouvons prescrire et administrer les vaccins. On a plus de demandes en fait, de vaccination autour de la coqueluche. Mais dû en fait à cette campagne, on va en parler, qui a été menée en 2024, de recommandations vaccinales qui ont un peu changé, ce genre de choses. Et là, je rebondis tout de suite pour redire à quel point les pharmaciens font un boulot extraordinaire, on ne le dit pas assez, mais sur la vaccination, mais même sur les infections urinaires, on peut aller se faire diagnostiquer son infection urinaire et se faire traiter. Donc je vous invite à aller voir vos pharmaciens, ils ont plein de compétences qu'on ignore. Jules, cette recrudescence de la coqueluche, est-ce que toi, tu la constates aussi aux urgences ou... Bien sûr, on l'a constaté cet été, énormément de patients qui ont consulté. Alors, comme il y a une espèce de peur qui s'instaure, on a aussi des patients qui arrivent et qui n'ont pas du tout ça, dès qu'ils ont une toux. Donc là, c'est à nous, médecins aussi, de se dire, bon, attendez, chaque toux n'est pas une coqueluche. Les autres virus n'ont pas disparu. Par contre, on demande aux parents d'enregistrer la toux. Et parfois, ils arrivent, l'enregistrement est typique. Et là, on sait que ça risque d'être ça. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est que chez les tout petits, en fait, les moins de 3 mois, entre autres, la toux va tellement être importante qu'ils peuvent faire des apnées. Et sur les apnées, ils peuvent cyanoser, donc avoir les lèvres ou les extrémités un peu bleutées. Et c'est là que ça devient grave. Et c'est pour ça que ces enfants-là de moins de 3 mois, on va très facilement les hospitaliser. Donc ça, c'est un bon conseil que tu donnes. On enregistre, on fait des vidéos, on enregistre la toux, qu'on soit parent ou d'ailleurs finalement adulte. Oui, je pense que même en pharmacie, on doit parfois vous montrer des photos, des vidéos. En médecine en général, dans la santé, c'est quand même important. Alors bon, avec les enfants, parfois on a des photos de caca, des photos de couches. Ça, c'est assez souvent, on n'est pas obligé de les avoir. Mais par contre, tout ce qui est mouvements anormaux, tout ce qui est toux, etc., vous pouvez, c'est pas anormal et ça peut nous aider dans les diagnostics. Bon, maintenant qu'on a vu que ça pouvait être dramatique, est-ce que oui ou non, il y a un traitement efficace contre la coqueluche? Alors, il y a un traitement. On a dit que c'était une bactérie, il y a un traitement antibiotique, un macrolide. C'est un traitement qui va principalement en fait, limiter la contamination. C'est pas un traitement qui va faire en sorte qu'on tousse énormément pendant 3 semaines et tout d'un coup je prends mon antibiotique, je vais mieux. Pas du tout. C'est vraiment l'idée de limiter la contamination. Donc ça existe, c'est quand même bien. Sachant que souvent, quand on met en place le traitement, on a déjà contaminé pas mal de personnes, puisque le temps d'incubation est long, on l'a dit, et puis le temps de diagnostiquer une coqueluche, ça peut être long aussi. Ce traitement existe, mais je pense que c'est important de rappeler que le traitement principal de la coqueluche, c'est la prévention, donc c'est la vaccination, et c'est aussi les gestes barrières. Tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'on a souvent des parents aux urgences... Attendez, parce que c'est hyper inquiétant ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, au fond, on n'a pas de traitement méga super efficace contre la coqueluche. Non, c'est pour ça que nous, il y a un truc qui arrive souvent, c'est les parents viennent aux urgences ou voient leur médecin, on diagnostique une coqueluche, on met des antibiotiques, ils viennent nous voir 4, 5, 6 jours après en disant « je comprends pas, ça n'a pas marché ». Donc il faut bien expliquer aux parents que malheureusement, cette bactérie, en fait, elle va produire des toxines et elle ne se traite pas aussi facilement que les autres bactéries. Donc, c'est une maladie qui va être difficile à traiter et souvent, il va falloir attendre que le corps l'élimine. Et l'antibiotique, c'est vraiment, comme tu le disais, pour diminuer la contagiosité. Ça diminue un peu les symptômes, mais franchement, c'est petit, quoi.
Oui, donc grosso modo, vous êtes en train de me dire, en fait, la vaccination, elle est strictement indispensable. Tout à fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est ça. Je le rappelle, la vaccination contre la coqueluche fait partie des vaccins obligatoires pour les nourrissons depuis le 1er janvier 2018. Mais même pour les adultes, et ça souvent c'est moins connu, il est important de faire ces rappels ou de se faire vacciner. Et malheureusement, la population est très loin d'être bien informée sur le sujet. Jules, pourquoi ? Eh ben, on sait qu'en France, il y a une énorme défiance vaccinale, ça on le sait. Il y a plein de pays européens où cette vaccination elle est bien plus mise en place et bien mieux mise en place. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ce type de vidéo, de faire de la prévention pour réexpliquer l'importance de tout ça et additionner ça évidemment aux gestes barrières dont on parlait tout à l'heure qui sont fondamentaux pour Alors, de débuter. quel geste barrière vous parlez là pour une maladie respiratoire comme ça avec gouttelettes ? Quand on tousse, on porte le masque. Ça, on l'oublie assez vite. Non, C'est ça, tout bête, oui, mais tous. attends, le Non, nombre mais- de fois où tu passes en pharmacie et que les gens sont dans la queue, tous sans masque, nous en salle d'attente, les patients Ouais, ils se une toussent cata. dessus, ils se vomissent dessus. Enfin bon, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils n'ont pas de masque, c'est fou. Il faut penser à mettre des masques dans les lieux. Voilà, on est dans le métro, on tousse, on met un masque à la pharmacie. je Voilà, pense on que se lave c'est les pareil. mains, évidemment. Enfin, voilà, c'est toute cette prévention qui a été très forte pendant le Covid et qu'on a tendance à oublier. Voire même, moi je sais qu'à la pharmacie, nous, donc on a cette politique d'évidemment quand quelqu'un dans l'équipe tousse un peu, vient porter un masque. Et en fait, ça fait peur aux gens en face. J'ai des patients qui arrivent en disant, mais pourquoi vous avez un masque ? Tout va bien, c'est juste qu'on veut vous protéger en fait. Et pourtant, on se rend bien Compliqué. compte que pendant le Covid, Ouais. où il y a eu les gestes barrières qui étaient répétés et répétés, on a eu justement une baisse de toutes ces autres co-infections. Donc, ça prouve bien que ça marche. Et il ne faut pas oublier non plus d'aérer la maison. Souvent, on Oui. dit on ouvre un peu les Ça fenêtres, au moins 10 minutes, 20 minutes par jour. On se lave les mains, on jette ses mouchoirs dans des poubelles. Si c'est possible, c'est des poubelles qui sont avec des couvercles fermés pour éviter de se propager tout ça. Et si on est malade, très malade, on évite tout simplement de sortir. On reste un peu plus à la maison. Hyper important. Et d'ailleurs, parce qu'on a parlé des cas graves, mais en fait, en termes de nombre de cas, c'est assez éloquent. Avant la pandémie de Covid-19, on était à 40 000 cas de coqueluche. Aujourd'hui, seulement en 8 mois, entre janvier et août 2024, il y avait 135 000 cas. Donc c'est quand même absolument considérable. Bon, alors très concrètement, qui doit se faire vacciner contre la coqueluche et quand ? On l'a dit, le vaccin, il est obligatoire pour tous les enfants nés après le 1er janvier 2018. Donc il est obligatoire dans le sens où pour entrer en collectivité à l'école, il faut avoir fait ce vaccin. Donc c'est un vaccin qui est fait en 3 doses, une à 2 mois, une à 4 mois, une à 11 mois. Et ensuite, on va venir faire un rappel à 6 ans, un rappel entre 11 et 13 ans. Donc honnêtement, cette couverture, en général, elle est bien faite puisque, comme on l'a dit, c'est obligatoire pour s'inscrire à l'école. Et en revanche, après, on arrive à l'âge adulte où on fait un rappel à 25 ans, un rappel à 45 ans, puis 65 ans et après 65 ans tous les 10 ans. Et je l'ai dit en introduction, chez les adultes, donc il y a ce côté, non, la coqueluche, c'est une maladie d'enfant, il n'y a pas besoin de rappel. On m'a déjà dit, non, je l'ai fait petite. Alors Jules, est-ce qu'on peut avoir la coqueluche 2 fois ? Oui, Voilà. c'est pas une maladie immunisante, donc en plus, on Non. peut la faire Donc, 2 fois. On merci. peut la faire 2 fois ? Tout à fait. Ouais, Et il on y a- peut être vacciné et l'attraper quand même, mais ça Oui. diminue le risque et ça diminue le risque de forme grave. Ça, c'est important. Oui, c'est un peu comme savoir. la grippe, ça diminue le risque de sévérité, quoi. Exactement. Ok. Mais voilà, on insiste vraiment sur les rappels 25-45 ans parce que pour le coup, moi, Mais on va en reparler, mais entre 25 et 45, on est bien d'accord que s'il y a un petit bébé qui se pointe à la maison, Oui. on en reparlera. Donc en fait, on peut va avoir parler du plus. cocooning. Et c'est pas dangereux, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, on a fait une première injection à 25 ans et là on recommence à Bien sûr que non. 32 ans, c'est pas grave. non, en fait, c'est un vaccin qui est sûr. le principe d'un vaccin, c'est que c'est pas un virus vivant complet dans le vaccin, c'est des protéines qui vont juste stimuler le système immunitaire pour que le jour où on est en contact avec le virus, eh bien, le système immunitaire sache réagir. Principe d'un vaccin qui n'est pas dangereux, qui est un sûr, entraînement qui est du là corps, depuis Bien sûr. des Exactement. années. Et voilà. La stratégie du cocooning, c'est vraiment très spécifique à la coqueluche, car comme la vaccination ne démarre qu'à 2 mois, les nourrissons de moins de 6 mois ne sont pas protégés et restent très fragiles. L'idée de la stratégie du cocooning, c'est de faire un cocon autour du nourrisson en vaccinant son entourage. Mais problème, Jules, on se pose tous la question, c'est qui l'entourage du nourrisson ? Parce que ça peut vite être beaucoup de monde. Ouais, surtout quand tout le monde vient voir le bébé à Voilà. la maternité, Voilà, c'est c'est pas ça. à toi que je l'apprends, Anna, Ouais. mais en tout cas, on va avoir tendance à vacciner du coup les très proches, c'est-à-dire la fratrie, les parents évidemment, les grands-parents. En gros, ça va être le cercle proche, ça va être les babysitters aussi, ceux qui vont être en contact avec le bébé de manière répétée. On va pas forcément vacciner, par exemple, la voisine qui va le croiser dans les couloirs, mais par contre, tous ceux qui vont être très proches, là, on va vraiment faire attention. Et justement, je rebondis, on vient de dire les visites à la maternité, s'il vous plaît, on les diminue. Et s'il vous plaît, si on est malade, on va pas voir des bébés, quoi. Vraiment, Non s'il mais vous ça, il plaît. faut arrêter. Quand Ouais. on voit les gens arriver en toussant dans le couloir sans masque, Ça rend fou. Alors qu'on Ah va bah, ça avoir des rend bébés fou. Moi, qui ça ne me sont rend pas folle.
vaccinés qui... Ah, ça me rend folle. Ça donne envie. Ça me met en transe. Donc, non, arrêtez ça parce que c'est pas possible. On n'en peut plus, ouais. Et ça, je le rappelle, mais vraiment, c'est un simple rhume chez l'adulte, simple rhinopharyngite chez l'adulte, peut conduire un nouveau-né hospitalisé pendant plusieurs jours. C'est ça, parce qu'un simple rhume chez un bébé de moins de 3 mois qui fait de la fièvre égale hôpital, égale prise de sang, etc. Donc, c'est pas drôle vraiment. Par exemple, nous, en tant que soignants à l'hôpital, on est bien évidemment obligés d'être à jour de ces vaccinations, surtout quand on travaille avec des femmes enceintes ou des bébés, donc en pédiatrie. Et pour ma part, j'ai été vacciné à 25 ans, je viens d'avoir 30 ans, et j'ai été revacciné pour mon boulot, quoi. Oui, parce que les personnes qui sont au contact des enfants de moins de 6 mois doivent être revaccinées s'ils n'ont pas eu de rappel dans les 5 dernières années. Ça, c'était les recommandations de la HAS l'été dernier. Et moi aussi, pour ma part, donc j'ai eu mon rappel à 25 ans et j'ai été revaccinée en 2022 puisque j'étais enceinte en 2022. Donc j'ai fait partie en fait de la première promotion de femmes enceintes vaccinées. Et donc vraiment aujourd'hui, tout va bien. Ma fille va bien. Je vais bien. En gros, on est des bons élèves, quoi. Voilà. Si on peut le dire. Non, juste sur la stratégie du cocooning, je trouve en tout cas que c'est bien compris. Je pense qu'il y a des parents qui mettent une grosse pression à leurs propres parents, parce que moi, j'ai énormément de grands-parents qui viennent se faire vacciner en pharmacie. Et vraiment, ça fait plaisir. Et puis, c'est vraiment en mode dans leurs petits chaussons. En mode, alors, ma belle-fille m'a dit que je devais me vacciner, parce que sinon, je pourrais pas avoir le bébé. Alors, nous, on en profite. On fait tous les rappels. C'est du chantage, mais du coup, ça marche bien. Mais franchement, ça marche bien. Je pense que les parents ont bien, en tout cas, de notre génération, du coup, ont bien compris le message et sont vraiment... Après, le message, il est clair, c'est que votre enfant peut potentiellement mourir, en fait. Mais d'autant plus avec ce qui s'est passé cet été, en fait. À chaque fois qu'on entend parler d'une maladie à la télé, etc., tout d'un coup, on se réveille tous. Mais c'est un peu le principe de la vaccination, c'est que ça permet de faire tomber les maladies, on ne les voit plus, donc on va dire ouais mais c'est une maladie qui n'existe plus, mais c'est grâce à ça. Donc quand ça remonte, tout d'un coup on fait ah mais mince, il faut que je me fasse. Donc c'est toujours comme ça que ça marche, et la coqueluche, on en a eu l'exemple parfait cet été. Bon, on a vu qu'il y avait le cocooning, mais il y a un truc qui est absolument génial et encore mieux, c'est la vaccination des femmes enceintes. Alors moi qui suis sage-femme, j'en fais la promotion matin, midi et soir. Est-ce que vous pouvez nous redire quelles sont les recommandations particulières pour la vaccination des femmes enceintes ? Et d'ailleurs, je vais peut-être même poser une question à Jules avant. Pourquoi si tard en France ? Avant, dans plein d'autres pays, il y a eu la vaccination des femmes enceintes pour la coqueluche et on était là, mais pourquoi pas chez nous, quoi ? Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on a quand même beaucoup de mal en France. On est un des pays où on a une défiance vaccinale qui est assez importante. Il y a plein d'autres pathologies où il y a un vaccin, où il y a la varicelle, où il y a un vaccin qui est fait dans d'autres pays. Chez nous, non, parce qu'on sent que c'est compliqué à chaque fois de rajouter un vaccin, donc on met un peu plus de temps. Mais on va y arriver, parce qu'on fait de la prévention, parce que des maladies ressortent et qu'on se dit « Ah bah mince, il fallait peut-être faire quelque chose ». Donc voilà, on va y arriver. Bon, donc Hélène, recommandations pour les femmes enceintes, particularité. Depuis 2022, on revaccine les femmes à chaque grossesse. Et c'est vraiment à chaque grossesse, même si on fait des enfants rapprochés, on va revacciner les patientes. Même si on a été vacciné juste avant la grossesse, on le refait. On le fait déjà parce que les anticorps diminuent très rapidement chez la femme enceinte, donc on le fait déjà pour qu'elle soit protégée. Et on le fait également, alors on le fait entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire entre le 5e et le 8e mois, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, les anticorps vont également passer chez le bébé. Et ça, c'est précieux puisque, on l'a dit, un nouveau-né n'est pas vacciné, il n'est pas protégé. S'il a récupéré un peu d'anticorps de sa mère pendant la grossesse, c'est royal, ça va toujours lui apporter cette protection supplémentaire. Veillez à ne pas le faire trop tard, parce que si vous le faites genre une semaine avant l'accouchement, c'est un peu dommage. Donc, c'est aussi le rôle là des sages-femmes et des gynécologues de faire de la prévention. Mais Anna, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Non, ça c'est sûr. Parfois, les femmes enceintes, elles ont la trouille de se faire vacciner pendant la grossesse. Elles craignent de prendre des risques pour leur bébé. Moi, je vois ça tous les jours. Est-ce que tu le rencontres, cette situation, Hélène, et qu'est-ce que tu leur dis, quoi ? Évidemment, du coup, on sait que la période de la grossesse, c'est une période où on a peur, on a envie de protéger son bébé, évidemment. Donc déjà, le premier argument, c'est que la vaccination, c'est pour protéger votre bébé. On peut utiliser, en fait, ce qu'a dit Jules, que le vaccin, il est utilisé depuis longtemps dans d'autres pays. On le sait, on a un recul. Alors évidemment, quand un vaccin est mis sur le marché pour une population donnée, il a été testé, on sait les potentiels effets, on sait que c'est sûr, on sait que la balance bénéfice-risque, elle est en faveur du bénéfice. Et donc, il y a déjà cet argument-là. Mais en plus de dire, écoutez, regardez, ça fait 10 ans qu'on teste chez les autres, on le sait que dans ce pays-là, les nouveau-nés ne sont pas plus en danger. Au contraire, je suis pas sûr que quelqu'un se dise on va essayer de mettre les nouveau-nés en danger, en fait. Mais donc il faut garder en tête que c'est des gens qui font des études, qui sont spécialistes et qui veulent protéger les gens. Oui, en fait, c'est juste du bon sens. Mais des fois, on a entendu tellement de discours, voilà. Tout à fait. Donc il y a ça, et vraiment de parler de cette histoire de on vaccine aussi parce que vos anticorps vont passer dans votre bébé et le protéger les premiers mois de sa vie, en plus de tout le reste, évidemment, de mettre le masque si on est malade, de vacciner les grands-parents, voilà. Mais ça va encore réduire le risque jusqu'à ce que lui, il puisse être vacciné lui-même et avoir une couverture vaccinale complète.
Donc vraiment, en fait, l'argument, il est là. C'est de dire, en fait, on fait ça pour votre bébé, on fait ça pour le protéger, pour vous protéger. Et souvent, quand on a ce dialogue de c'est fait depuis longtemps ailleurs, voilà, ça passe bien. Mais c'est normal de se poser des questions. Mais moi, je trouve qu'en vrai, quand on discute avec les patients tranquillement et qu'on leur explique exactement comme tu l'as fait, je trouve que souvent on les convainc. Je sais pas ce que tu en penses. Mais c'est assez rare d'avoir des gens qui sont sur du non, absolument. Alors, évidemment, parfois, on va tomber sur des gens qui vraiment se posent beaucoup de questions. Mais quand tu prends le temps d'expliquer... Et surtout, quand il y a des choses comme on a vécu cet été où on entend des décès, et on parle à des amis qui ont eu des enfants qui ont, mais évidemment, qui n'ont pas forcément eu des formes graves, mais qui toussaient non-stop, qui n'ont pas dormi pendant 6 mois, je peux vous dire que là, c'est un petit peu plus facile de faire accepter, ça convainc carrément. Quel type de vaccin on utilise ? Est-ce que c'est un vaccin sûr ? Est-ce que c'est un vaccin qu'on utilise depuis longtemps en France ? Et est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Parce qu'on entend parfois des effets secondaires. Et surtout, est-ce que ces effets secondaires sont graves ou pas trop ? Donc c'est un vaccin qu'on dit acellulaire. Alors le vaccin de la coqueluche, il n'est jamais seul. Il n'existe pas en France tout seul. Il est combiné avec, alors en fonction des âges, diphtérie, tétanos, polio. Quand on est petit, on fait aussi les méningites à hémophilus et l'hépatite B. Alors attends, parce qu'Hélène, je rebondis tout de suite. Est-ce que c'est pas gênant de se faire vacciner de toutes ces autres maladies plusieurs fois ? Parce que du coup, on se refait vacciner pour toutes les autres. Absolument pas. C'est dans le calendrier vaccinal et de toute façon, je pense que la diphtérie et le tétanos, c'est pas une mauvaise chose en fait de le refaire enceinte, tous les 20 ans. On a eu une grossesse il y a 2 ans, pas de souci. Aucun problème, c'est sûr. Et évidemment, sinon, on ne le mettrait pas sur le marché, on ne prendrait pas ce risque. Il n'y a pas de gros effets secondaires. Les effets secondaires qu'on peut avoir, c'est ceux qu'on a habituellement, c'est-à-dire on peut avoir une douleur, une rougeur au point d'injection, on peut être un peu plus fatigué, avoir un petit pic de fièvre, mais ça s'arrête là dans les effets secondaires habituels en fait. Ça va pas plus loin que ça. Oui, donc chez un bébé, on donne un peu de paracétamol, c'est ça, Jules ? Qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. En fait, chez un bébé qui va avoir sa première vaccination à 2 mois, on explique bien aux parents que, attention, on peut avoir un petit peu de fièvre dans les 24 heures, 24-48 heures. Si la fièvre est bien tolérée, pas de panique, c'est normal, un peu de paracétamol et on attend. Tout au contraire d'un enfant qui a moins de 3 mois, qui a de la fièvre, qui n'a pas eu de vaccin, on court aux urgences, je rappelle. Mais quand on a eu des vaccins, on a le droit d'avoir un petit peu de fièvre pendant 24 heures. Et après, juste une petite chose, là j'ai dit qu'il y avait beaucoup de choses dans un seul vaccin. Évidemment que ce n'est pas dangereux de faire plein de vaccins en même temps. En fait, on se dit, oh là là, mais ça fait beaucoup. Et en plus, pour des tout petits, de faire autant de vaccins. Mais en fait, leur système immunitaire est fait pour ça, évidemment, c'est sûr. Et ce serait bien plus violent de contracter la coqueluche que juste faire un vaccin hexavalent. Oui, c'est sans commune mesure. Alors, où est-ce qu'on peut se faire vacciner ? Est-ce que c'est facile de se faire vacciner ? Et aussi, et ça c'est vraiment un point important, est-ce que ça coûte cher ? Parce que pour le coup, moi j'ai vu beaucoup de parents pour lesquels la vaccination, il y avait un frein. Mais est-ce qu'il y a possibilité de se faire vacciner gratuitement si on n'a pas, par exemple, de mutuelle ? Alors oui, on peut se faire vacciner dans des centres de vaccination où là on n'a rien à débourser. Il y en a un peu partout sur le territoire. Donc ça on les trouve sur internet. Voilà. Et après on peut se faire vacciner bien évidemment chez le médecin, à la PMI, chez la sage-femme et chez le pharmacien. Et les infirmières libérales. Les infirmières libérales. Grosso modo quasiment partout. Voilà, depuis quelques années, absolument partout. Mais c'est une petite anecdote que j'ai sur le rappel à 25 ans, puisque quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 29 ans, lui aussi, et il avait un vaccin coqueluche dans son frigo. Et à l'époque, les pharmaciens ne vaccinaient pas. Et donc je me dis, qu'est-ce que tu fais avec ce vaccin dans ton frigo ? Ah, j'étais chez le médecin, puis en fait, j'ai jamais repris rendez-vous pour aller le faire. Il avait été chez le médecin, il avait été à la pharmacie, et ça s'était arrêté là. Et du coup, nous, on est très heureux en fait de pouvoir vacciner depuis maintenant quelques années, parce qu'en fait, on capte cette population qui a du mal à retourner chez le médecin, qui a du mal à prendre un rendez-vous, en fait, de faire, je vous délivre votre vaccin, hop, je vous l'injecte directement, on est un peu plus sûr. Et Jules, moi j'ai une question. Patch ou pas patch avant les vaccinations chez les bébés ? Parce que il y a tout le monde dit, écoles. Voilà, c'est ça. Alors, je sais plus. Alors, il n'y a pas d'études qui ont prouvé qu'il fallait un patch, pas un patch. Ce qu'il faut, c'est que le patch, qu'est-ce que ça fait ? Ça rassure les parents. C'est ça souvent le plus. Parce qu'en fait, oui, ça va anesthésier un petit peu la peau, donc les fractions cutanées, mais ce qui fait mal, en fait, souvent, c'est l'injection, c'est en intramusculaire et on ne peut pas faire grand-chose. Donc moi, ça m'arrive d'en prescrire si ça rassure les parents ou chez des plus grands, 6 ans par exemple, qui ont un peu peur, on le met, mais on sait qu'il y a aussi une petite part placebo parce qu'on rassure et ça fait partie de la vaccination, on rassure. Et je me permets de rebondir parce qu'on parlait de la vaccination pas faite. Je suis sûr que si vous, à la maison, vous écoutez ce podcast, vous allez prendre votre carnet de santé, si vous le trouvez, déjà, premièrement. Ensuite, vous ouvrez la page de vaccination, si elle n'est pas déchirée, et vous allez regarder si vous êtes à jour. Et je suis certain, moi-même, je veux dire, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je pense que nous, ça nous arrive aussi de regarder et de faire, en fait, je soigne mes patients, mais moi, heureusement, il y a la médecine du travail qui permet de nous rattraper, mais regardez à la maison et vous allez voir si vous êtes à jour. Et
vous allez être surpris de voir à quel point en fait, on est beaucoup à pas être forcément à jour, surtout quand on n'est pas dans le milieu de la santé et qu'on ne voit pas le médecin parce que c'est un âge où on va bien, on n'a pas de problème de santé. Donc amusez-vous à faire ça à la maison et vous allez être surpris. Et si vous ne retrouvez pas votre carnet de santé, vous dites « Oh là là, mais non, c'est trop la honte, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes papiers et tout », vous allez voir votre pharmacien, votre pharmacienne et il vous explique tout. Parce que moi, j'ai un mari vraiment... tête en l'air, c'est le moins qu'on puisse dire. Carnet de santé, c'est même pas ce que c'est. Je l'ai envoyé chez le pharmacien gérer ses problèmes et ça a été très bien. Il a été piqué dans tous les sens, c'était parfait. Je le dis d'ailleurs, nous on est tous vaccinés, il faut pas. Ah bah bien sûr. C'est pour vous dire qu'on n'est pas. Je parlais de la médecine peur. Du travail, on est obligé. Nous, quand on travaille en contact avec des enfants, en pédiatrie, en maternité, on est obligé d'être vacciné et on se fait vacciner. Là, moi, je me suis refait vacciner parce que j'ai 30 ans et du coup, le dernier était à 25. Et j'ai refait une dose parce qu'il faut protéger. Et je peux vous assurer qu'aussi, je voulais pas l'attraper, tout simplement, parce que le nombre d'enfants en tant que clinicien qu'on voit aux urgences et qui toussent, vous êtes content d'avoir un masque et vous êtes content d'être un peu protégé parce que c'est vraiment pas drôle. Et toi, tu es en contact avec des enfants de moins de 6 mois et on le dit en fait, parce qu'on a parlé des rappels, mais pour le personnel encadrant des enfants de moins de 6 mois, on recommande de faire un vaccin si le dernier rappel date d'il y a plus de 5 ans. Exactement. Donc ça c'est un très bon point à savoir. Les pédiatres, tout à fait. toute la clique. Très bon point à savoir. Bon, très concrètement, Jules, je suis parent d'un enfant de moins de 3 mois. Ouais. Ça y est, il se met à tousser. Je fais quoi ? Un enfant de moins de 3 mois qui se met à tousser, déjà on panique pas, c'est pas forcément la coqueluche, on l'a dit. Par contre, si on voit qu'il fait des quintes qui sont vraiment importantes, qu'il peut aller jusqu'à vomir ou qu'il a une difficulté à reprendre sa respiration, il faut consulter parce qu'on sait qu'il y a pas mal de cas de coqueluche. En plus, c'est un bébé de 3 mois, donc il a eu une seule dose de vaccin à 2 mois, donc il n'a pas encore un système immunitaire qui peut combattre cette bactérie. Et si jamais, évidemment, il fait un quelconque malaise ou les lèvres bleues, les extrémités bleues, c'est qu'à un moment, il a eu un manque d'oxygène, on fonce aux urgences, évidemment, où là, qu'est-ce qu'on pourra faire ? On fera un test PCR pour essayer de savoir s'il y a cette bactérie dans la sphère ORL. Et puis, les moins de 3 mois, facilement, nous, on les hospitalisera. On les hospitalisera scopés, c'est-à-dire avec une surveillance du rythme cardiaque et une surveillance de la respiration, puisque comme on le disait tout à l'heure, c'est des bébés qui sont à risque de faire des apnées. Donc attention, chez les moins de 3 mois, soyez hyper vigilants. Et de façon assez classique, c'est une hospitalisation qui est longue, qui est courte, qui est quoi ? Souvent, ça dure quelques jours parce que, comme on le disait, en fait, c'est la maladie qu'on appelle des 100 jours. En fait, c'est la toux des 100 jours. Donc, ça dure vraiment longtemps et on sait que pendant les premiers jours, on peut être plus à risque de faire des apnées, des désaturations et malheureusement, dans certains cas, on en a parlé, des décès sur un arrêt cardio-respiratoire. Donc, c'est vraiment pas une maladie à prendre à la légère, surtout chez les tout-petits. Alors, vous l'avez compris, moi je suis une grande fan des pharmaciens et des pharmaciennes. Mais, je dois le dire, chez mes patients, parfois, il y a cette petite question. Mais vous êtes sûr que les pharmaciens, ils savent vacciner ? Est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Est-ce qu'ils ont appris ? Parce qu'après tout, ils voient pas de patients comme vous. Oui, alors, donc oui, on est sûr. Évidemment que oui, les pharmaciens peuvent vacciner. Alors, on n'a pas sorti ça de notre chapeau. Moi, quand j'ai fait mes études, la vaccination n'était pas au programme, donc je n'ai pas appris à vacciner pendant mes études. En revanche, quand on a été autorisé à vacciner, au début, dans le cadre des vaccinations antigrippales, dans les campagnes anti-grippe, on a tous fait une formation. C'est une demi-journée pour apprendre le geste, pour apprendre beaucoup comment aussi adapter sa salle de vaccination, savoir réagir à une allergie, à un malaise, et puis évidemment les contre-indications des vaccins, enfin toutes ces choses. Donc oui, nous sommes formés à la vaccination. Donc dans un premier temps, on a pu vacciner contre la grippe, je l'ai dit. En 2020, quand le Covid est arrivé et la vaccination anti-Covid, les pharmaciens se sont beaucoup impliqués en fait dans la campagne de vaccination. Donc on a prouvé qu'on savait faire 2 vaccins. Et donc, récemment, on a pu vacciner en fait contre toutes les pathologies, tous les vaccins qui sont au calendrier vaccinal. Donc ça, on peut le faire. Alors, dans un premier temps, c'était que de la vaccination, c'est-à-dire que le patient arrive avec son ordonnance, on délivre le vaccin et on peut le vacciner. Et depuis 2023, les pharmacies, les pharmaciens, et en particulier dans les pharmacies Aprium où on est vraiment proactif de ça, on peut prescrire et vacciner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez arriver avec votre carnet de vaccination, avec vos souvenirs vaccinaux, on fait le point et s'il s'avère que vous êtes éligible à une vaccination du calendrier vaccinal, on vous prescrit le vaccin et on peut vous l'administrer directement. Et ça, c'est vraiment un plus dans la campagne vaccinale. Nous, on l'a vu en fait quand on a... Donc, c'est depuis 2023 qu'on peut prescrire et vacciner. Avec mon équipe, en fait, on a suivi, donc mes 3 pharmaciens et moi,
On a suivi la formation qui est proposée en fait via ma formation Aprium. Donc c'est quand même 10 heures de formation sur la prescription vaccinale, donc on ne sort pas de nulle part. Et donc vraiment on a mis ça en place, donc faire le point avec nos patients, on a mis des affiches dans la pharmacie, principalement pour la coqueluche parce que c'était cet été quand il y a eu beaucoup de cas, donc on a mis recrudescence des cas de coqueluche en Europe. Votre pharmacien peut vous aider à faire le point sur votre statut vaccinal. Et moi j'ai vu les résultats dans le sens où entre 2023 et 2024, donc on a beaucoup vacciné en 2024, on a multiplié par 3 le nombre de vaccins coqueluche sortis de la pharmacie, sortis du stock. Donc après, c'est évidemment dû aussi au fait qu'il y avait une recrudescence, donc c'est pas que nous parce qu'on vaccine, mais on voit vraiment un vrai résultat. On voit des gens qui voient l'affiche, qui nous interrogent, et on est vraiment proactif de ça. Et donc oui, pour répondre à la question, je suis partie un peu dans tous les sens. On peut vacciner, c'est sûr, on est formé, et on n'est bien évidemment pas autorisé à vacciner sans formation. C'était très clair. Merci. Et on est d'accord, Jules, que faire un vaccin, c'est quand même pas le geste médical. Pour rassurer les gens, c'est pas une thoracotomie avec sortie du cœur, transplantation. Voilà. On est sur une petite piqûre intramusculaire. Nous, on le fait faire à nos étudiants en médecine pour aussi qu'ils puissent apprendre le geste. C'est vraiment un geste qui est vraiment assez facile. Donc, pas de panique. Normalement, il n'y a pas de souci pour le faire chez le pharmacien, chez la sage-femme, chez le médecin, aucun souci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce sujet. J'espère qu'on a été clairs. J'espère aussi, on a tout donné là. Oui. Alors, pour plus d'informations sur le sujet, il y a un site qu'on utilise beaucoup, Jules et moi. Ouais. Jules, je te laisse. Vaccination Info Service. En fait, dessus, il y a plein d'infos sur qui doit se faire vacciner, quelles sont les contre-indications, quand est-ce qu'on doit le faire. Et moi, je m'en sers assez régulièrement au travail parce que c'est difficile d'avoir tout en tête, en fait. Ouais, franchement, ce site est absolument génial. Et donc, je le répète, je le martèle, on le redit, Hélène, on peut évidemment aller voir son pharmacien ou sa pharmacienne. Évidemment, dans toutes les pharmacies Aprium, on sera toujours ravis de vous recevoir, de faire le point sur vos vaccinations. On a même des petits carnets de vaccination Aprium qu'on peut distribuer. On a des super outils et vraiment, on a dit ne pas venir nous voir pour un oui ou pour un non aux urgences, mais chez nous, vous pouvez venir pour un oui ou pour un non. Qu'est-ce que vous êtes plus sympa alors. Carrément. Vraiment pas sympa, ces pharmaciens. Et puis, bien sûr, donc, vous allez pouvoir retrouver Vous d'abord en version vidéo sur la chaîne YouTube d'Aprium et en audio sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à Aprium d'avoir rendu cet échange possible et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt. À très bientôt.